Bonjour à tous, j'espère que tu vas bien enfin que vous allez bien en ce beau samedi et j'espère qu'il va faire beau en tout cas chez vous. Et avant de commencer ce deuxième épisode de la trilogie, le podcast pour les francophones amateurs de cinéma et de séries télé, disponible tous les samedis généralement dans l'après-midi sur Spotify et YouTube, je vais remercier toutes les personnes qui ont regardé du coup le premier épisode, que ce soit sur YouTube ou qui l'ont écouté ou regardé sur Spotify. Donc merci beaucoup à vous et n'hésitez pas surtout à en parler à vos camarades et à vos familles, votre famille et vos amis et aussi à vous abonner à la chaîne du coup sur YouTube ou au podcast sur Spotify. Et si vous êtes sur Spotify, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles si vous avez aimé ou si vous voulez me soutenir aussi. Et du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Pour ce deuxième épisode, je vais tester en fait un petit truc. Enfin, comme vous voyez, pour cet épisode, et j'avais pensé peut-être aussi le prochain, à voir ce que ça va donner avec cet épisode-là, mais du coup, je vais tester les ondes. Comme ça, c'est mon chéri qui avait eu l'idée. Après, oui, parce qu'on a eu cette discussion hier soir. Euh, après que je lui en ai parlé, que je lui ai parlé de cette série, c'est une série sur Apple TV qui s'appelle Calls. J'avais beaucoup aimé, ça se passe avec des ondes pareilles. Évidemment, avec un peu plus poussé, parce qu'ils doivent utiliser comment dire, un logiciel express, des designers qui doivent faire ça. Bref, j'avais adoré ça. Et lui, il avait eu aussi l'idée pour un de ses projets à lui. Et bah, en vrai, je lui ai piqué cette idée-là. Pas l'idée de la série. Attention, je le redis, pas l'idée de la série. Attention, mon chéri. Mais bref, de faire ça, en vrai, je me suis dit, en vrai, il a pas tort. Ça pourrait être pas mal. Donc voilà, je vais tester pour cet épisode et sans doute aussi le prochain. À voir ce que ça peut rendre. Comme ça aussi, ça m'évitera en toute honnêteté à faire deux formats. Parce que j'avais l'idée en fait de faire comme une discussion WhatsApp, mais effectivement, il a raison, ça ferait, enfin je sais pas, ça ferait pas très sens. Bref, du coup, le vif du sujet, c'est maintenant. Donc du coup, le deuxième épisode de la trilogie, ça va être sur 2 films et une série. Donc c'est tous de l'horreur, mais la série, ça sera une série comédie et les 2 films, ça sera 2 films d'horreur. Comme je vous avais dit la semaine dernière, du coup, dans le premier épisode de la trilogie, cette semaine, on va parler de Scream 6, de The Exorcist Believer, et la série, c'est What We Do in the Shadows, et c'est la version américaine de 2019. Et on va commencer, sans plus tarder, on va commencer par quoi, Suzy? Par The Exorcist Believer. Donc, The Exorcist Believer, c'est un film qui est sorti en 2023. J'avais vu, je crois, une partie de la bande-annonce sur TikTok. Et pas mal de trucs en vrai que je regarde sur TikTok. Enfin, que je trouve sur TikTok, vous savez, grâce à ces comptes qui font... qui mettent des extraits de films ou de séries sur... bref, des trucs de zapping comme ça. Un peu, c'était quoi le truc que j'avais vu? Ah oui, c'était Ngannou, que j'avais trouvé du coup sur TikTok, et ça, je crois, il me semble, ça doit venir de TikTok aussi. Mais du coup, The Exorcist Believer, un film en français intitulé, en tout cas en français de France, Dévotion. The Exorcist Dévotion. En français, je crois, en France. Et du coup, le film de 2023 qui a été réalisé par David Gordon Green et scénariste aussi, ce David Gordon Green, avec Peter, qu'est-ce que j'ai écrit? Sattler, je crois, je ne sais plus lire, ma propre écriture. Et dans ce joli film, vous allez retrouver dans le casting actrice principale, enfin une des 2 actrices principales, Lydia Jewett, que vous avez pu voir dans Good Girls. Vous allez retrouver également Leslie Odom Jr., que vous avez pu voir, j'espère, dans Hamilton, dans la version originale. Donc c'est la version elle est disponible sur Disney+, je crois, encore actuellement. C'est une comédie musicale qui a été faite par, enfin en partie bien sûr, par Lin-Manuel Miranda, que vous avez, de Hamilton, mais aussi, vous savez, c'est lui qui a fait, je crois, c'était Moana, enfin Vaiana. Et qu'est-ce qu'il avait fait d'autre? Donc Vaiana en France je sais plus, mais c'est un truc, je crois, de Shakespeare, mais version un peu dans New York. In the Heights, je crois que c'est, bref. Il a fait pas mal de trucs, le Lin-Manuel Miranda, et Leslie Odom aussi, et Leslie Odom Jr. du coup aussi. Il a joué le rôle de Aaron Burr. Ok, du coup dans Hamilton, le cast original, enfin le premier cast du coup américain,
Et il a joué également dans la série un peu musicale Smash. Je sais pas si vous vous souvenez de cette série. C'était une série, je crois, qui avait été produite en partie par c'était Steven Spielberg, je crois. Ouais, il me semble. Ça se passait à New York et ça suivait une actrice, enfin quelqu'un qui va être actrice. Mais en vrai, ouais, j'avais adoré. Je me souviens quand j'étais tombée sur ça, je me suis dit putain, mais c'est vrai, il a été dans cette série. Mais cette série, c'est vrai qu'elle existe, elle était vraiment trop bien. Et j'ai adoré. Et en particulier Hamilton, chanter Alexander Hamilton pour casser les oreilles de mon chéri. Oui, j'ai des passions un peu comme ça. J'ai fait du théâtre. Enfin, oui, j'en ai fait depuis que j'ai 8 ans. J'en ai 32 maintenant. Donc voilà. Même si je me suis décalée vers la production. Je n'en adore pas moins. Vous-même, vous savez, si vous avez écouté le premier épisode, j'adore tout ce qui est un peu musique. Même si, en vrai, les comédies musicales, c'est pas ma passion. Mais du coup, aussi dans ce casting, vous allez retrouver l'actrice qui joue, elle... donc, c'est la deuxième actrice principale. Il me semble que ça doit peut-être être son premier rôle, mais en tout cas, son premier grand rôle. Enfin... d'un gros truc comme ça, qui fait partie d'une aussi grande franchise, c'est Olivia O'Neill, qui joue le rôle de Catherine. C'est l'amie de la petite Angela, qui est jouée par Lydia Jewett. Et vous allez retrouver aussi, dans le rôle d'une infirmière, j'ai pas noté le prénom de cette infirmière, mais le prénom de l'actrice, elle, c'est Anne, et son nom en entier, c'est Anne Dowd, je crois. Que vous avez pu voir dans Handmaid's Tale. Non, Ah, c'est Machin écarlate. Parce que pourquoi j'arrive pas à dire Handmaid's Tale. Voilà. Handmaid's Tale. Du coup, elle jouait le rôle de... je crois que c'est la formatrice des meufs là, qui sont en rouge. Et également, vous avez pu la voir dans... Pourquoi j'ai écrit des trucs que je peux pas prononcer? Hereditary. Elle a été dans ce film-là. C'est elle aussi qui prétend être l'amie... de la mère de famille qui est désespérée parce qu'elle vient de perdre sa fille et aussi sa mère. Bref, elle jouait dans Hereditary. Et également dans New York Police Judiciaire. Je crois, ça doit être ça. Ouais, c'est ça, New York Police Judiciaire. Elle jouait là-dedans pendant plusieurs saisons. Et du coup, The Exorcist Believer, évidemment, donc de son nom en anglais, de Exorcist Believer, dévotion du coup de son petit nom francophone. Ça vient évidemment de ces petites franchises que vous avez pu voir, j'espère, le premier. Ça parle de possession, hein, pour la faire très courte. Mais du coup, cette possession, dans le tout premier, c'est un enfant qui est possédé. Et là, ça va être le cas également, mais il n'y en aura pas une enfant qui sera possédée, il y en aura deux. Du coup, le personnage d'Angela, qui est joué du coup par Lydia Jewett, et le personnage de Catherine, qui est joué du coup par Olivia O'Neill. Donc c'était petite, je sais pas, elles ont peut-être 12 ans, je crois. Et du coup, ces deux petites enfants, elles ont l'idée de, pas de sécher l'école, mais en gros de mentir à leurs parents, comme quoi elles vont aller faire leurs devoirs ou faire un truc entre amis, mais chez l'une et chez l'autre. Évidemment, elles ne le feront pas. Ce qu'elles vont faire, ces petites Angela et cette petite Catherine, elles vont aller se balader dans la forêt, et dans le but de se mettre dans un genre d'un truc un peu en sous-sol, qui est un truc enterré, c'est un peu comme un tunnel, enterré dans la forêt, pour faire une petite séance de Ouija. Il ne faut pas faire ça, en particulier dans la forêt, mais de la Ouija, c'est vivement déconseillé, parce qu'on ne sait jamais... On sait ce qu'on veut appeler, mais on ne sait jamais qui répond. Donc, voilà, et du coup, pourquoi elles veulent faire ça? Elles veulent faire ça, bon, déjà, parce que c'est un peu le classique de quand on est enfant, j'ai l'impression pas qu'on est attiré, mais qu'on trouve ça un peu marrant et un peu curieux, le super normal, le super naturel, et ce genre de truc. Mais du coup, la Catherine, c'est pour s'amuser, mais aussi pour aider son amie, la Angela, parce que la mère d'Angela, elle est morte en lui donnant naissance en Haïti. Et du coup, la petite Angela n'a jamais connu sa mère, évidemment. Comme la plupart des gens, si ce n'est 100% des gens, grandir sans mère, c'est extrêmement difficile, mais dans la plupart des cas, les personnes adoptées ou les personnes qui n'ont pas eu la chance de voir leurs parents parce que l'un ou l'autre est décédé, y a une partie de soi qui manque, et en tout cas, ça aiguise la curiosité de savoir d'où tu viens et de ton identité. Et du coup, c'est pour ça qu'Angela veut faire une petite séance de Ouija avec sa copine Catherine. Mais du coup, la mère d'Angela, et ça commence comme ça le film,
Ça commence avec la mère et le père du coup d'Angela, père qui du coup est joué par Leslie Odom Jr. qui s'appelle Victor dans le film. Ça commence en Haïti, c'est en voyage, tous les deux, pendant que la mère est très bien enceinte. Et je dis très bien enceinte parce qu'elle a un gros ventre, quoi. Donc ça se voit c'est le dernier voyage qu'ils vont faire, en gros, avant qu'elle accouche. Mais malheureusement, j'allais dire évidemment, mais parce que j'ai eu l'impression au tout début qu'ils jouaient un peu dans les clichés de la réputation de Haïti. Mais après, je me suis dit, c'est peut-être fait exprès pour servir le truc de l'exorcisme qui parle un peu de possession et de mauvaises choses. Et au tout début, je me suis dit, mais en fait, il ne faut pas faire ça, madame. Pourquoi tu te laisses, soi-disant, bénir? Tu laisses quelqu'un, une inconnue, bénir, mettre les mains sur ton ventre, déjà, non. Mais bénir, soi-disant, ton enfant enceinte, faut pas faire ça. Non, jamais, quel que soit le pays dans lequel vous êtes, c'est pas bénir par n'importe qui. Mais là, normalement, c'était une bénédiction. Mais pourquoi j'ai eu la petite puce à l'oreille, c'est que du coup, normalement, non, je sais pas pourquoi je dis normalement, mais la Angela et la Catherine, elles sont possédées, donc du coup, quand elles ont 12 ans, et un peu plus tard, évidemment, dans le film. Mais c'est à partir de là, normalement, qu'elles sont possédées. Mais moi, je me suis dit, on ne sait jamais. Après, c'est peut-être parce que ma mère m'a toujours dit, si jamais tu vas au pays, le pays étant la Martinique, si jamais tu vas là-haut, fais attention à tes cheveux, ma fille. On ne sait jamais, tu vois. Je n'y crois pas trop, mais je n'y crois pas non plus, tu vois. Enfin, c'est pas que j'y crois, mais c'est pas que j'y crois pas non plus. Il faut faire quand même attention, surtout avec les inconnus, on ne sait jamais. Mais du coup, je me suis dit, mais il faudrait qu'elle fasse attention, mais je pense qu'elle voit pas le mal, parce que tous les gens qui croisent, en vrai, ils sont tous très gentils. Et puis c'est aussi une femme, cette dame, qui a l'air très gentille. Mais du coup, donc il se passe, c'est très joli, tu vois à quel point c'est magnifique Haïti. Tu vois les maisons qui sont colorées, tu vois évidemment la mer, la plage, les palmiers, tout, c'est vraiment trop beau. Et la gentillesse aussi des gens. Là, c'est vrai, pour le coup, là, je parle de mon expérience. Les Haïtiens, en général, ils sont toujours... les Haïtiens que j'ai rencontrés, en tout cas, oui, je vais faire une généralité. Les Haïtiens sont toujours gentils. Mais pourquoi aussi j'ai parlé un peu de clichés tout à l'heure? C'est parce que donc du coup déjà un peu, c'était pas une bénédiction, on va dire, des trois grosses religions principales. C'était un truc local, un peu, j'allais pas dire ésotérique, mais traditionnel, on va dire, des gens de l'île. Mais aussi pourquoi, c'est parce que, et évidemment, quand j'ai dit évidemment tout à l'heure, c'est parce qu'il y a eu un tremblement de terre. Et pourquoi évidemment, c'est parce que malheureusement l'île de Haïti est victime assez régulièrement de tremblements de terre, et des tremblements de terre généralement qui sont souvent très ravageurs, qui évidemment je crois que ça va être comment on dit, mon truc, je crois, je sais pas, c'est pas un rictus, ça c'est le rapport au sourire. Bref, mon tic de langage. Voilà, donc évidemment, ça va être mon tic de langage. On va essayer de se contenir. Mais du coup, ouais, c'est généralement assez ravageur et ça détruit beaucoup de bâtiments et malheureusement la vie de plusieurs personnes. Et aussi, pourquoi j'ai parlé de clichés, c'est parce que Haïti a la mauvaise réputation d'être maudit. Et il y en a qui disent que c'est pour ça que Haïti est souvent victime de tremblements de terre. Parce que une partie, et là c'est la rumeur et c'est la légende, une partie des Haïtiens se seraient adonnés un peu trop à des rituels païens. Il y en a qui auraient vendu leur âme au diable, c'est ce que la légende dit. Et du coup, pour leurs agissements qui ne sont pas très chrétiens et très dans la bonté, en tout cas dans la bonté des choses de cette religion, ils ont été maudits. Du coup, leur île a été maudite, apparemment. Ça a été démenti, mais les clichés, malheureusement, perdurent et la légende continue. Du coup, la mère d'Angela, elle est victime de ce tremblement de terre. Elle est en train d'essayer de s'échapper d'un building où elle était, alors que le tremblement de terre venait de se passer. Elle tombe de l'escalier, mais par la rambarde qui était cassée, et elle se retrouve sous les décombres, avec son gros ventre enceinte. Et après, le père, on lui demande... Après, on va en prendre un peu plus
sur ce moment-là, plus tard dans le film, on demande au père, en gros parce qu'ils ont réussi à la sortir, mais on demande au père de choisir entre la vie de sa femme et la vie de sa petite fille. Et là, ça coupe et ça reprend 12 ans plus tard, donc ça fait une ellipse de 12 ans. Mais petit aparté, du coup, je me suis dit, ça c'est une discussion qu'il faut absolument avoir, soit avant ou pendant que vous êtes enceinte ou que vous attendez un enfant, si jamais c'est votre situation. Parce que malheureusement, on ne sait jamais ce qui peut se passer, même si la grossesse se passe super bien, on ne sait jamais ce qui peut se passer le moment de l'accouchement. Donc c'est une petite discussion qu'il faut avoir, et c'est une discussion personnellement, j'espère pas, mais oui, que j'aurai le jour où... Le moment venu pour ma personne. Mais du coup, c'est un truc qu'il faut déjà de vous-même vous demander qu'est-ce que vous choisirez pour vous, si vous voulez en gros que le corps médical sauve votre enfant, qui vous sauve vous. Et aussi, il faut en parler du coup à votre partenaire et autour de votre famille. Parce qu'au moment venu, généralement, évidemment, que ce soit père, mère ou père et mère, deuxième mère, j'entends. Les personnes peuvent être évidemment, du coup encore, dans un état émotionnel qui fait tel qu'ils ne sont pas capables de répondre à la question « on choisit qui ?» Enfin oui, ça, on choisit qui ou alors ils ne sont pas capables, ils pourraient ne se retrouver incapables comment dire, de respecter le choix que vous aurez fait, soit à deux ou que vous-même vous aurez fait. Et la famille aussi, pour au cas où que ça soit un petit backup. Mais du coup, discussion importante, je pense, à avoir quand on attend des enfants physiquement. Du coup, c'est encore un tic de langage du coup. Angela surgit malheureusement à cette situation et décide du coup plus tard d'essayer de contacter sa mère via le biais de la Ouija. Mais ça ne va pas se passer comme prévu. Enfin, évidemment, sinon ça serait pas drôle et il n'y aura pas de film surtout. Elle va se faire posséder avec la petite Catherine. Et elle va se retrouver 3 jours plus tard, après leur petite balade dans la forêt. Et là, franchement, ils ont pas lésiné sur les moyens déjà au niveau maquillage. J'avais remarqué ça, je me suis dit, c'est bizarre, on dirait un peu, me fait penser la Catherine. Parce que mon point important de description de personnage pour le point que je vais mettre, que je vais faire maintenant, Angela et Leslie Odom, c'est des Noirs américains, et la Catherine, c'est une Européenne américaine, de peau du coup, blanche. Et du coup, je me suis dit, mais c'est bizarre, on dirait un peu, elle me fait penser à la première enfant du premier exorciste. Et plus tard, quand la possession est encore plus active, on se rend compte, en fait, je pense que ça a été fait exprès. Elle ne ressemble pas à l'actrice en soi, mais avec le maquillage de possédé slash zombie, un petit peu, elle y ressemble vachement. Et en fait, on va retrouver beaucoup plus tard la première actrice qui a joué ce personnage de l'enfant possédé, mais évidemment, là, je sais pas quel âge elle a, la dame, mais a fait une petite apparition vers la fin. Et également, la mère qui jouait, enfin l'actrice qui jouait la mère dans le premier film, elle a un rôle dans ce film d'Exorcist Believer. Elle a le rôle de quelqu'un qui reprend ce rôle en fait du premier exorciste, qui est une actrice dans le film, qui a eu son enfant possédé, qui a malheureusement dû faire face à la possession et à l'exorcisme de son enfant. Et c'était assez marrant et assez agréable de revoir ces deux actrices qui font soit une apparition, c'est le petit easter egg, un peu comme dans Scream 5 au final et dans Scream 6 dont on va parler juste après. Et du coup, le maquillage est très très bien fait, mais surtout ce qui est aussi très bien fait, et là ça vient des actrices en elles-mêmes, c'est l'acting des actrices qui sont jeunes, je sais pas à quel âge, mais on va regarder ça tout de suite. Je crois que la Lydia, elle est... elle va avoir 14 ans, on va dire. Elle n'a pas 14 ans. Elle a 17 ans, l'actrice qui joue le rôle d'Angela. Donc ça a été tourné, je pense, il y a 2 ans. Donc elle a dû avoir... Ah bah si, du coup, à ce moment-là, elle doit avoir 15-16 ans, je pense. Et pareil, je pense, du coup, pour sa collègue. Donc j'arrive pas à trouver l'âge de la Olivia O'Neill, mais ça fait combien ça, 2008 2024 moins 2008 16 ans. Oui, c'est ça. Je suis forte en maths. Hein.
Non, je suis très nulle, j'ai fait littéraire. Heu, mais du coup, donc c'est 2 ados. Hem, elles sont très jeunes, mais enfin, elles sont très jeunes, non, elles sont juste jeunes, mais c'est pas la malgré leur jeune âge, elles ont un jeu d'actrice et d'ailleurs, en parlant de ces 2 actrices-là, la Lydia, Jewett dans Good Girls, qui est là, pour le coup, elle est vraiment là, c'est une petite fille de chez petite fille. Elle joue le rôle d'une enfant qui est malade et sa mère qui, pour essayer de maintenir sa famille, à flot, convertit un peu en criminelle. Et déjà dans Good Girls, Lydia Jewett, elle était déjà incroyable. Comment dire? Avec les émotions et son rôle, du coup, qui était pas facile parce que jouer quelqu'un de malade sans tomber dans les clichés, sans être dans l'excès et dans le surjeu, bah, elle n'a pas du tout été comme ça dans Good Girls, et là encore moins. Et je pense que la Lydia Jewett, on va en entendre encore parler, et que là, c'est que le début. Si elle continue comme ça, je pense qu'elle va faire une très très grande carrière. Et du coup, Olivia O'Neill aussi, je pense. Du coup, c'est la première fois que je la vois, cette actrice-là. Et à mon avis aussi, elle va faire de grandes choses, là, Olivia O'Neill, si toutes les deux elles décident de continuer dans leur carrière. Elles sont Enfin, c'est juste incroyable de voir des jeunes acteurs comme ça. Comme quoi, c'est pas parce qu'on a enfin, ça fait des années qu'on pourrait, par exemple, si on prend l'exemple de Leslie Odom, ça fait des années qu'il est dans le métier, mais c'est un très bon acteur et c'est aussi un très bon chanteur. Mais ça veut pas dire forcément qu'on ça fait des années qu'on est dans une industrie qu'on est forcément... euh, Non, c'est le contraire. C'est pas parce qu'on débarque dans une industrie ou qu'on débarque tout court qu'on n'est pas forcément bon, qu'on va pas forcément être bon dans nos métiers. Et ça, du coup, le jeu d'acteur d'Angela et enfin de Lydia, pardon, et de Olivia nous le rappelle. Mais pour revenir du coup sur la possession de leur personnage, ce que je disais avant, pourquoi je pense que la possession, en tout cas pour le personnage d'Angela, a commencé avant et à la naissance, et pourquoi je me suis dit quand même il faut faire attention à qui nous bénit, c'est parce que il y a eu des petits moments un peu chelous avant qu'elle fasse la séance de Ouija, et c'était notamment parce que le père, du coup, Victor, joué par Leslie Odom, il est photographe, et il était sur son ordinateur en train de enfin, sélectionner des photos c'était une séance photo de famille. Donc il sélectionne des photos et là il y a les lumières qui déconnent, l'écran de l'ordinateur aussi qui déconne, mais qui déforme aussi les photos. Mais c'est rapide, c'est assez passager et c'est très rapide. Et je me dis, c'est un grand classique, en gros, des trucs supernaturels, des trucs de possession, quand on avait les esprits, etc. C'est que les esprits vont jouer avec la lumière et l'électricité et les appareils électroniques. Et là, je me suis dit, c'est marrant, soit c'est pour nous mener sur une mauvaise piste, ou alors c'est juste que vraiment la possession ou que le démon a profité de la bénédiction qui était faite sur le ventre de la mère pour se glisser là-dedans et attendre bizarrement 12 ans pour posséder Angela, et quand elle ouvre la porte avec le Ouija. C'était juste ce petit détail qui m'a fait dire, si ça se trouve, la possession, elle a commencé bien avant, et la petite Angela, elle n'est pas partie avec une bonne base. Mais d'ailleurs, du coup, en parlant de leur possession et qu'elles ont fait dans la forêt parce qu'elles ont disparu pendant 3 jours, je vais reparler d'un TikTok que j'ai vu il y a pas longtemps. Ça pourrait peut-être être utile aux parents, notamment francophones qui se trouvent aux États-Unis, parce que je pense que l'entreprise, elle doit être américaine. Mais je me dis, ça peut être pas une mauvaise idée. C'est une très bonne idée, je pense, que cette entreprise a eu là. J'essaierai de mettre leur visuel sur du coup, Spotify et YouTube. Mais du coup, c'est une entreprise qui fait des vêtements avec du RFID. Et le TikTok que j'ai vu, en fait, c'était un vêtement pour enfants où sur la manche, il y a le petit logo du coup du RFID. C'est un peu ce qui fonctionne avec le contactless, le sans contact. Et en fait, dans cette puce RFID, entre guillemets, il y a les informations du contact des parents. Du coup, si tu
tapes ton truc sur... enfin, si tu mets ton téléphone, pardon, sur cette partie-là de la manche de l'enfant, si par exemple l'enfant est perdu, tu as les contacts des parents et si jamais bah, tu peux... Enfin, je sais pas, j'ai pas été jusqu'à regarder s'il y avait le numéro de téléphone, mais en tout cas, tu as l'information et tu peux soit utiliser toi pour appeler hey, j'ai trouvé votre enfant, est-ce que vous n'êtes pas loin dites-moi on se retrouve où, ou alors transmettre ça à la police. Et je trouvais que c'était une idée vachement originale qui pourrait complémenter aussi les AirTags qu'on peut mettre dans les chaussures ou dans les cheveux des enfants qui ont les cheveux longs. Donc voilà, c'est aussi s'ils avaient eu ça, un truc RFID ou un AirTag sur leur petite fille, bon à cet âge-là généralement on les laisse un peu plus indépendants, mais s'ils avaient eu ça, bah, ils n'auraient pas mis 3 jours à les retrouver dans une... comment on appelle ça? Une barne? Dans une grange, il n'aurait pas retrouvé dans une grange, il l'aurait retrouvé bien avant si ça se trouve. Mais comme quoi, ça peut être utile ce genre de petites choses. Et donc la possession, pour moi, elle a commencé avant, mais vraiment, après la Ouija, ça commence à l'hôpital, où les filles, elles sont un peu bizarres à taper contre les fenêtres de manière très lente, un peu comme ça. Avec ce genre de rythme-là, avec des mouvements de tête un peu bizarres et très lents, et assez mécaniques et robotiques, et possédés surtout. Et ça va crescendo. Notamment, il y a une scène, je vais pas trop vous en dire, parce que vraiment, faut que vous regardiez ce film, The Exorcist, Dévotion ou Believer. C'est avec le personnage de Catherine. Elle vient d'une famille, Catherine, qui est croyante et pratiquante. Et son crescendo à elle, ça se passe à l'église où elle a, comment dire pour rester poli, parce qu'on parle d'une église, elle a saccagé, je sais plus comment on appelle, je crois que c'est le sacristie, c'est le mot. Bref, elle a saccagé l'endroit où il y a le sang enfin le vin quoi en gros, et les hosties, elles se retrouvent dans la salle principale, là où il y a la messe pleine. On pourrait croire que c'est du sang, mais du coup c'est le vin à dire n'importe quoi, être hystérique. Et j'ai trouvé le contraste que du coup avec une personne possédée dans une église, chose qui n'est pas censée arriver, parce que normalement le démon est censé avoir peur de Jésus et de Dieu. Mais du coup j'ai trouvé ça assez marrant, entre guillemets, que ça se passe là. Mais je me suis dit aussi, ça montre à quel point la possession peut être, enfin les possessions en général, peuvent être extrêmement puissante, et puissante à tel point que pour le personnage d'Angela, elle a un comportement et du coup erratique elle aussi, incontrôlable malgré les efforts des médecins et de son père est obligé de la faire interner, à un point où on accroche ses mains, ses pieds, jusqu'à ce point. Et autre point un peu marrant, pour revenir un peu vite fait sur Catherine, c'est que la Catherine, elle est possédée, mais elle lit quand même la Bible. Je ferais ça, je sais, mais c'est censé te faire du mal, ça, petit démon. Mais pour moi, ça rajoutait au fait que la possession dure est vachement puissante, pardon. Après, du coup, après ces moments d'hystérie, on va peut-être conseiller aux parents de dire oh, c'est quand même un peu bizarre leur comportement, est-ce qu'il n'y aurait pas plus? Et ils vont penser à une possession. Et c'est le personnage du coup joué par Anne Dowd, donc l'infirmière, qui va conseiller, il me semble, au père de peut-être de se tourner vers l'église et vers l'église la partie exorcisme, et pour essayer d'avoir un exorciste. Et je dis essayer parce que c'est très rare en fait que les exorcismes arrivent, parce que la plupart du temps, l'église, en tout cas catholique et chrétienne, va conseiller aux personnes de se tourner vers un avis psychologique plutôt que religieux. Parce que pour certains, la plupart du temps, ça peut être juste un souci psychologique, erratique, qui certes fait penser à une possession, mais aussi pour protéger l'Église, parce que dans certains cas, ça peut être extrêmement dangereux, du coup pour le prêtre ou les prêtres qui vont s'adonner, enfin qui vont, comment dire, pratiquer l'exercice sur là où les personnes qui sont soi-disant possédées, mais aussi évidemment pour protéger l'image de l'Église en tant qu'organisation. Mais finalement, donc il y a le prêtre, l'Église va dire non, et là aussi dans ce cas, mais le prêtre au final, il va
parce qu'il est, c'est un bon prêtre, c'est quelqu'un qui veut protéger comment on dit, sa paroisse, sa congrégation, parce que c'est un prêtre catholique. Mais donc ce prêtre-là, qui était censé pratiquer l'exorcisme, c'était un prêtre catholique. Mais dans ce film, tellement la possession, et parce que là ça touche deux personnes, tellement la possession est puissante et tenace, ils vont faire appel, les parents, ils vont suivre les conseils du coup de l'infirmière et d'une autre dame qui était venue faire bénir la maison pendant la disparition d'Angela. Ils vont conseiller, en gros, faites appel à tout le monde. On n'est jamais... Là, je dis ça, mais je me rappelle qu'en fait, c'est pas tout le monde qu'ils ont fait appel. Et pas tout le monde, j'entends, parce que le seul grand absent des trois religions principales, c'est les musulmans. Ah bah non, du coup... Non, il n'y avait pas de juifs, je crois. Ouais, ils n'ont pas fait un appel à un rabbin. Et du coup, ils n'ont pas fait un appel à un rabbin ni un imam. Donc du coup, dans leur entourage, ils ont fait appel au maximum de personnes. Du coup, là, c'est le prêtre chrétien qui va participer à l'exorcisme à la fin, mais là, c'est la nurse l'infirmière qui va commencer l'exorcisme. Du coup, personne de confession catholique, personne de confession protestante. Il y aura aussi un évangéliste et une dame qui a béni la chambre d'Angela pendant qu'elle était disparue. Je pense que sa religion, je me trompe peut-être, mais parce que ça s'est passé au début en Haïti, parce que cette personne-là, cette femme-là, elle est noire et qu'elle est toute habillée de blanc, et les personnes qui sont venues bénir, parce qu'elle n'était pas toute seule, la chambre de la petite Angela, elles étaient aussi habillées de blanc. Je pense qu'elles font partie, que leur religion, c'est la Santeria. Donc oui, ils ont fait appel aux catholiques, aux évangélistes, aux protestants et à la Santeria. Donc à presque toutes les grandes religions, en manquant évidemment un rabbin et un imam. Parce que... qu'est-ce qu'il y a un personnage, j'aurais dû me noter ça, mais un personnage qui disait... non, je sais plus. Mais en gros, qu'on n'est jamais de trop, et surtout, c'est en gros de l'être divin, que les démons ont peur, c'est pas que d'un dieu. Le dieu de... je crois que c'est ça que le personnage disait, je sais plus c'est quel est, mais je crois qu'il disait quelque chose en ce sens-là. C'est le dieu chrétien, c'est le dieu musulman, qui est aussi le dieu, évidemment, juif. Et quelle que soit la branche, en gros, la religion pratiquée, le démon aura peur et devrait... Normalement se rendre. Ouais, c'était un film, franchement, j'ai pas vu le temps passer. Et c'était vraiment très très bien fait. En vrai, quand j'avais vu le TikTok, je me suis dit, oh, ils ont refait un exorciste. Pourquoi, déjà pourquoi pas, hein, mais pourquoi surtout mais en vrai, ça est très très bien fait. Et c'était agréable et sympa de revoir du coup la première mère, l'actrice. Et aussi, du coup, vers la fin, la fille, mais maintenant qui est une adulte, c'est une dame. Mais ça aurait pu se faire sans elle. Même si le personnage de l'actrice qui est devenue maintenant, pardon, une experte d'exorcisme, c'était très bien aussi. Mais ça a été utile. Mais aussi... Ah, c'est ça que j'ai oublié de dire. C'était assez graphique. Il y avait des moments assez graphiques. Avec plein de sang et... âme sensible satisfaisant. Donc si vous regardez les films d'horreur mais que vous aimez pas trop le gore, bon c'est pas non plus hyper gore, mais petit avertissement, il y a un moment où il me semble que c'est avec un crucifix, et là c'est l'actrice, enfin qui la première mère l'actrice qui faisait le rôle de la mère dans le premier exorcisme, c'est là qui fait aussi du coup l'experte exorcisme dans Exorcist Believer. Elle se fait crever les yeux en gros par le personnage de Catherine avec un crucifix. Oui, voilà. Et c'est très évidemment graphique parce que même si c'est pas sur nos yeux que on imagine, du coup ça nous fait un petit peu mal. Mais évidemment, il y a plein de sang qui sort, et c'est assez... Il y a des petits moments comme ça où c'est un peu pas gore, mais ils n'ont pas lésiné sur le faux sang, quoi, en gros. Et donc j'avais tourné la tête sur mon petit calepin. Personnage aussi que vous retrouvez, je pense que lui c'est le prêtre, le protestant, celui qui joue, pas du coup le prêtre, mais le pasteur. C'est un acteur que vous avez pu voir dans Once Upon a Time, Prison Break, Bones et Nip Tuck. Le nom de l'acteur c'est Raphaël Sbarge.
Donc c'était assez sympa de le voir dans ce registre-là. Parce que le dernier truc que j'avais vu, je crois, avec lui, c'était Once Upon a Time, et j'avais bien aimé son personnage dedans. C'est un acteur que j'aime bien. Et c'est pas, en tout cas, des films que j'ai vus, c'était pas toujours un des premiers acteurs, même si, par exemple, dans Once Upon a Time, son personnage, du coup, est devenu assez récurrent. Mais ça fait toujours plaisir de voir des acteurs, comme je disais dans le premier épisode, qui sont pas forcément les stars, entre guillemets, mais qui ont souvent une réputation et un impact, en tout cas dans la mémoire des gens, plus important, notamment, je pense aussi du coup à lui, et à Anne Dodd aussi. C'était pas mon personnage. En vrai, Handmaid's Tale, j'ai arrêté, mais c'était pas non plus un des personnages les plus importants de la série, même s'il était vachement important, mais en tout cas, elle est restée dans ma mémoire, tout comme va rester dans ma mémoire Scream 6. Et du coup, Scream 6, qui est la suite, évidemment, qui est la suite de Scream 5. Scream 6, lui, est sorti en 2023. Il a été réalisé par, attention, roulement de tambour, je regarde mon petit ordinateur, il a été réalisé en collaboration. Attends, c'était pas le premier, ça? Non. Attends, Scream 5, il est où la Wikipédia de ça? Ah si, il a été réalisé. S'il a été réalisé par les mêmes personnes, j'ai été juste roulée parce que c'est dans l'ordre inverse. Du coup, réalisé par Tyler Gillett et Matt Bettinelli-Olpin. Et de scénario de Guy Busick et James Vanderbilt. Et il me semble que c'était les mêmes personnes. Non, c'était pas la même personne. Je crois, c'est pas écrit. Bref, je crois que c'est peut-être les mêmes personnes qui ont travaillé sur Scream 5 en termes de scénario. Scénario. Hop là. Ouais, c'est exactement la même équipe à la réalisation et à l'écriture sur ce deuxième opus de la nouvelle génération des Scream. Et on retrouve les acteurs principaux. Ou alors je me suis trompée. Attendez, je reviens. Ah bah oui, si je suis sur la page de Scream 5, c'est pour ça. Ah oui, j'étais sur la mauvaise page. Mais du coup, dans ces deuxième opus de la nouvelle génération, on retrouve bien sûr Jenna Ortega dans le rôle de Tara Carpenter, qui est la petite sœur. On retrouve aussi Melissa Barrera, qui elle joue le rôle de Sam Carpenter. On retrouve là une Eden Pantier, que vous avez pu voir dans les précédents... je crois que c'est Scream 4 ou 3 qui a joué, ça fait partie en gros de la legacy de l'héritage Scream, donc c'est un personnage qui revient, Eden Patcher, mais vous avez pu aussi la voir dans Heroes, je sais pas si vous vous souvenez de cette série incroyable, mais aussi dans la série Nashville que je devrais reprendre, que j'ai adoré. On en reparlera peut-être dans un autre épisode. On retrouve aussi Courtney Cox, mais cette fois-ci comment dire, l'actrice Neve Campbell ne fait pas partie, je crois, de cet opus. Et Scream 6 commence assez fort. Et j'ai trouvé ça bien au début, mais je pense que c'est parce que j'avais trop envie que ça commence comme ça, que ça commence direct, qu'on cache pas les choses, et que après, il y a des choses auxquelles on ne s'attend pas. Donc ça commence avec une fille qui est dans un bar, qui va à un rendez-vous, je crois, type Tinder, et son rendez-vous l'appelle en mode, où on lui envoie des messages genre hey, « je suis perdue ». Et là, je me dis, quand même. Il me semble que c'est cette personne-là, enfin, du coup, son rencard, qui avait donné l'idée de se rencontrer donc, dans ce bar. Comment ça, tu peux être perdu, tu vois. Après, ça peut arriver, je crois, je sais plus si ça se passe à New York, du coup, ce sixième film. Mais du coup, elle lui dit, bon, bah, c'est là, je crois que l'aventure du bar, il ressemble à ça, elle sort dehors. Donc, il dit, ah, je vois ça, ah non, c'est pas ça, je crois que je suis à l'opposé, dans une autre rue. Et moi, je me suis dit, mais si tu sais où tu es, même si tu n'es pas au bon endroit, c'est que tu dois avoir, soit tu regardes les panneaux, mais vu qu'on est un peu au XXIe siècle, dans les années 2020, c'est que tu dois avoir Google Maps en fait. Petit point auquel il faut... c'est bizarre, tu veux pas regarder? Chose automatique normalement qui aurait dû se passer dans la tête de ce personnage. Mais regarde sur Google Maps, ça sera peut-être plus pratique hein, pour venir là où tu es censé être. Mais du coup, cette personne qui a très envie d'un rencard amoureux, de rencontrer quelqu'un, de passer un bon moment en gros sympathique avec un homme, en tout bien tout honneur. Hein.
on va aller boire un verre, d'accord? Elle sort du coup dehors pour voir, il faudrait vérifier la couleur de la devanture du bar où elle était et pour essayer de voir genre: «Et je suis là, est-ce que tu me vois?» Bref, pour essayer de repérer, le gars. Sauf que Sauf que en face de ce bar, il y a une ruelle. Et là, je pense que les amateurs d'horreur que vous êtes, voient où je veux en venir. La fille, idiote, parce que le personnage lui dit: «Ah tiens, il y a une ruelle, est-ce que c'est bien une ruelle qui est enfin, il y a bien une ruelle là où tu es?» Elle dit: «Oui, oui, effectivement, mais je te vois pas». «Ah, c'est bizarre, non plus, mais par contre, il y a des conteneurs, des bennes à ordures au milieu. Je te vois pas, ça se trouve, elle me cache». La meuf s'épave dans la ruelle, mais jamais il faut faire ça. Jamais. Et du coup, évidemment, ça va être sa perte. Elle se fait tuer. C'est pas un spoiler parce que du coup, le tueur, hein, on le suit un peu après jusqu'à chez lui. Le tueur retire son masque du coup de Ghostface et on voit qui c'est. Mais en fait, je me suis dit, ah, c'est trop près de vrai, on va pas savoir directement dans ce film qui c'est. Mais du coup, c'était pas lui, c'était un imposteur. Mais l'imposteur, là, ça va être le jeu de l'arroseur arrosé parce que cet imposteur, ça va reprendre en fait un petit peu la première scène de Scream 5 et du premier Scream. Le tueur Ghostface va appeler du coup cet imposteur et lui faire participer à un petit jeu parce que cet imposteur voulait se faire passer pour Ghostface, enfin voulait utiliser ce masque pour tuer des gens et du coup tuer cette personne-là et tuer d'autres personnes. Et donc il était à deux, il avait un acolyte, sauf que le tueur, le vrai tueur de ce Scream 6 va le mener un peu en bateau, va le jouer un peu avec lui, et en fait il va révéler où est son acolyte. Il était une partie de lui, sa petite tête était dans le frigo, et du coup lui aussi va se faire tuer, et ça commence comme ça. Du coup on a cru savoir qui c'était cette fois-ci directement le tueur, mais c'était pas le cas. Du coup le suspense est tenu, et du coup ça m'a fait penser aussi au fait, un peu un autre film que je vais parler du coup dans l'épisode 3 de la trilogie. Je pense qu'on va faire un petit peu ça. Petit spoiler du troisième épisode, du coup je vais parler de film qui s'appelle Shazam 2, et ça m'a fait penser du coup à Shazam. Pourquoi? Parce que dans Shazam, pour moi, c'est un film de super-héros, mais beaucoup plus comique et un peu. C'est un super-héros qui se prend pas du tout au sérieux parce que c'est un enfant du coup. Mais dans ce film-là, c'est tout le monde peut être un héros. Et là, c'est un peu la version horreur dans Scream, c'est que tout le monde peut être un tueur, et en tout cas a la capacité, même si on est tous des bonnes personnes, on peut avoir la capacité en soi de tuer quelqu'un, que ça soit volontaire ou non, parce que la folie, parfois tu sais pas quand est-ce que tu peux péter un plomb. Mais en tout cas, du coup, là, on pensait savoir qui c'était le tueur dans Scream 6, mais là, du coup, ça peut être n'importe qui, vu on a su du coup tout de suite que c'était un imposteur. Et déjà, ça, j'ai trouvé ça vachement intelligent et j'ai adoré, parce que ça maintient aux aguets les spectateurs, les visionneurs, comme on disait dans l'épisode 1. Par contre, en revenant un peu sur le premier film, du coup, The Exorcist Believer, Scream 6, contrairement à son prédécesseur, est aussi beaucoup plus, comment dire, dans le gore. Il y a beaucoup plus de sang, les scènes de tuerie sont beaucoup plus violentes et vénères. Et ça, c'est du spectacle d'horreur. Bon, je suis pas hyper fan non plus des trucs gore. J'adore Saw, hein, pourtant. Mais c'est pas non plus ma tasse de thé. Mais vu que c'est fait avec de la poésie horrorifique, c'était vachement agréable. Enfin, agréable. Évidemment, dans le terme fictif, hein, bien sûr, c'était vachement agréable de voir Enfin, c'est le contraste entre la violence et le fait qu'il y a c'est un peu à l'écart les tueurs, donc ça se passe un peu dans le feutré, et c'était assez poétiquement horrifique, mais il faut s'accrocher. Donc si vous aimez pas le gore, Scream 6, ça sera pas pour vous. Et du coup, oui, c'est assez gore, mais en vrai, c'est pas le Saw, par exemple. Là, c'est Saw 7, je crois que c'était avec j'allais dire malheureusement, non, heureusement, avec Chester Bennington, mais feu de Chester Bennington. Il me semble que c'était dans Saw 7 qu'il était. Ou par exemple, sa scène à lui, il était dans une voiture, mais il avait le dos scotché, collé, je ne sais comment, au siège de la voiture. C'est son piège en fait. Il est collé, et du coup, pour se sortir de là et rester en vie,
il doit se décoller et là tu vois tout la peau du dos de Chester, enfin du personnage de Chester Bennington qui s'arrache. Bref, c'est assez dégueulasse. C'est pas à ce point-là, mais il y a beaucoup de sang. Bon, après c'est un film d'horreur, hein. C'est pas un thriller ou c'est pas non plus Martine qui va à la plage, tu vois, ou enfin Martine qui rencontre Dora à la plage. Mais voilà, c'est petit avertissement. Il y a beaucoup de sang. Si vous aimez pas trop ça, vous êtes plus thriller. Scream 6, ça sera pas pour vous. Mais si vous n'avez rien contre un petit peu de sirop de framboise ou sirop de fraise, allez-y, Scream 6, ça vous allez adorer, je pense. Et du coup, ce Scream 6, donc c'est la suite directe, je disais, de Scream 5. Donc la sœur et la grande sœur se retrouvent à New York pour essayer de mettre ce qui s'est passé dans Scream 5 derrière elle, de essayer d'avoir une vie. Sauf que, évidemment, Ghostface, sinon elle serait pas là, Ghostface en a après elle deux et il va encore réessayer de les tuer. Sauf que là c'est un petit spoiler, mais pas trop quand même, parce que je vais pas vous dire qui c'est du coup, parce que tout le monde peut être un tueur ou une tueuse. Là ça sera pas qu'un seul Ghostface. Un peu aussi comme dans Scream 5 et dans le Scream 1 du coup aussi. Là ils seront... Non. Je vais pas vous dire combien ils seront. Ils seront deux, il y en a plus, mais ils seront deux principaux à essayer de les tuer. Et ça va être assez surprenant. Je me suis dit, c'est comme ça du coup qu'ils ont pu faire Scream 6. Je sais pas si vous vous souvenez, si vous avez écouté le premier épisode, ou si vous n'avez pas écouté le premier épisode, allez-y le faire, en vrai il est pas mal. Hein. Mais du coup je disais dans le premier épisode de la trilogie, c'est que je me demandais comment ils allaient qu'est-ce qu'ils allaient faire avec Scream 6 et Scream 7 qui peut-être ne va pas sortir, parce que le Scream 5 était très bien fini, il y a eu un commencement, un début, une fin. Et c'est comme ça, je pense qu'ils ont pu, avec ces 2, 3, 4... Enfin, non, en vrai, aussi, je vais vous dire, il y a 3 tueurs, mais le troisième, on s'y attend vraiment, vraiment pas. Donc, du coup, c'est grâce à ça qu'ils ont pu faire Scream 6, qui a été très... Enfin, c'était bien, c'était un bon film, j'ai adoré le regarder et retrouver du coup ces personnages, et je pensais honnêtement que j'allais pas aimer ou j'allais être un peu né, mais en fait c'était pas du tout le cas, c'était vachement bien, et je pense aussi... Bon, ça m'a fait penser encore à Saw, c'est un moment il se retrouve dans un... cinéma-théâtre abandonné, et il se retrouve un peu enfermé avec une porte qui fait un peu comme grillage, pris au piège, et ça m'a fait penser à Saw, peut-être 7 aussi. À un moment, il y a une scène un peu comme ça, où il y a je crois que c'est le SWAT, qui essaye du coup de débarquer dans cet endroit où il est censé avoir John Kramer, et je pense... Je vais pas dire c'est un hommage, mais ça m'étonnerait pas si c'en était un. Parce que c'était un peu dommage. Je me suis dit, mais bien sûr qu'elles vont se retrouver enfermées là et qu'évidemment le tueur va être ici à essayer de les tuer. Il est quelle heure? Je me dis, 18h11, parce que j'ai un rendez-vous après. Mais du coup, c'était assez bien, assez comique. J'aime bien quand il y a des petites références comme ça. Et en fait, dans là où elles sont, elles vont se trouver dans un musée c'est un peu comme un hommage un peu glauque aux tous les tueurs qu'il y a pu y avoir dans la fiction, mais des Scream. C'est un peu un hommage aux tueurs et c'est assez... Et d'ailleurs, en parlant d'hommage aux tueurs, donc il y a la scène du théâtre-cinéma, c'est tous les costumes, tout ce qui a été porté, c'est des pièces à conviction du coup, qui a été porté par les tueurs précédents. Et le fait de comment ça a été positionné et sa mise en scène, ça m'a fait penser un peu au Mange-Mort. Là, je pense pas du tout que c'est une référence à Harry Potter, mais j'ai trouvé ça assez marrant dans ça a été fait, et celui qui est principal, qui est au milieu, du coup, c'est le père de Melissa Barrera, enfin du personnage de Melissa Barrera, de Sam Carpenter, du coup le nom du personnage, qui du coup entre Sam et Tara n'ont pas le même père, et le père de Sam en fait c'est le premier tueur de comment dire, du Scream, tueur qui a été fait, du coup, je pense qu'ils l'ont peut-être rajeuni. L'acteur c'est Skeet Ulrich, qui joue le rôle du coup le tueur du Scream 1, c'est Billy Loomis, et Skeet Ulrich pour les plus jeunes, ou sinon si vous êtes tout simplement fan de cette série, vous pouvez le voir notamment dans Riverdale. Et du coup, c'est son personnage à elle, son personnage à lui, et son costume de tueur qui est mis en scène, et ça m'a fait penser un peu au dernier costume et à la dernière colométrie, aux dernières couleurs de Voldemort. Et je sais pas, je pense pas que c'est pas été fait exprès, mais
Mais ouais, j'ai trouvé ça assez marrant. Et du coup, pour revenir sur le personnage de Billy Loomis, du coup, de Skeet Ulrich, je sais pas du coup s'ils l'ont rajeuni ou si c'est de la CGI, mais encore une fois dans ce film, bon, peut-être parce qu'ils ont pris une bonne partie de l'équipe, mais encore une fois dans ce film, la CGI sur ce personnage, parce qu'évidemment, le Skeet Ulrich, il a quel âge maintenant? Il est né en 70, et Wikipédia va nous dire qu'il a 54 ans, et du coup, dans Scream 1, il s'est passé combien de temps entre ces deux films? Scream 1, c'est sorti en 96. Donc du coup, on va faire des maths, on va faire 2023, 22, parce que sans doute ça a été tourné en 2022. Donc 2022, si vous êtes comment vous êtes nul, moins 96, ça fait 26 ans. Il avait 25-26 ans au moment où c'est sorti, donc il s'en passé quasiment 30 ans. En 30 ans, tu peux pas garder la même tête, exactement la même tête, c'est pas impossible. Du coup, je pense qu'ils ont soit ils ont utilisé du maquillage et par-dessus ça du CGI, mais en tout cas, c'est vraiment genre... c'est vraiment, vraiment... Enfin, incroyablement... Enfin, c'est tellement lisse, c'est... ouais, enfin, c'est incroyable. Enfin, moi, ça m'a... Enfin, parce que parfois, même si c'est très bien fait, on peut remarquer que c'est de la CGI, mais là, c'était pas du tout le cas, en tout cas à mes petits yeux. On se doute évidemment il y a eu des effets spéciaux, mais là, franchement, c'était très très bien fait. Un grand bravo à la personne qui était en charge de ça. C'était vraiment impeccable. Avant-dernier point sur ce Scream 6, avant de passer du coup à la série What We Do in the Shadows, c'est que comment aussi ils ont réussi à faire le Scream 6 et ce qui a participé, en plus des tueurs qui avaient une motivation qui leur est très très personnelle, sans trop vous spoiler. Les gens sur internet ont lancé des rumeurs comme quoi le personnage Sam, du coup le personnage de la grande sœur, ça aurait été elle en fait la vraie tueuse dans le Scream précédent, et que ça serait elle la suspecte principale et qui devrait avoir des soucis juridiques, qui va se retrouver en prison. C'est tellement poussée et elle se fait tellement harceler. C'est pour ça du coup aussi qu'elles ont déménagé à New York. Mais les gens, ils croient vraiment ce qu'ils voient sur Internet. Comme quoi, il faut pas tout croire, parce qu'évidemment c'est faux. Mais il faut pas tout croire ce qu'on voit sur Internet. Parce que du coup, ça va à un point, à un moment où elle a une altercation physique au début du film avec quelqu'un dans la rue qui dit non mais on sait ce que t'as fait, on sait que c'est toi, en gros. Mais du coup, c'est grâce à ça aussi qu'ils ont très bien et très intelligemment écrit et scénarisé Scream 6. Mais je suis obligée de revenir sur ça. Scream 7, pourquoi vous avez viré Melissa Barrera? Il fallait pas le faire. Même si le personnage de la petite sœur, donc du coup joué par Jenna Ortega, je pense qu'elle serait quand même partie. Elle serait peut-être restée si elle n'avait pas été virée, mais je pense qu'elle serait quand même partie parce que c'est pour des projets qu'elle part. Mais il fallait pas la virer. Parce que maintenant, il n'y a pas de Jenna Ortega, il n'y aura pas de Melissa Barrera. Jenna Ortega, du coup, a quitté aussi la franchise. Melissa Barrera, qui joue le rôle de la grande sœur, s'est fait virer pour des raisons. Pour des propos et des raisons qu'on lui a prêté, le studio. D'après eux, elle aurait dit des choses qui tiendraient de l'antisémitisme, mais à mon avis, c'est pas du tout le cas. Au contraire, il n'y a pas antisémite, la Melissa Barrera. Bref, donc quoi, s'est fait virer pour ces raisons, mais aussi, ils ont perdu leur réalisateur. Les deux actrices principales sont plus là, le réalisateur n'est plus là. Les scénaristes, je pense qu'ils sont restés, je sais pas comment ils vont se débrouiller sans ces personnages, qu'est-ce qu'ils vont faire. Mais en tout cas, j'ai très hâte de voir en tout cas que ce que ça va donner avec le trailer, je sais pas, je pense que j'irai le voir. La semaine dernière, avec l'épisode 1, je me suis dit, on va peut-être le boycotter, mais en vrai, je pense pas que je vais boycotter ce film-là, je vais être honnête, parce que je serais très curieuse de voir ce que ça va donner, comment, juste parce que d'un point de vue déjà amateur, mais aussi d'un point de vue professionnel, parce que c'est un peu là-dedans que je vais essayer de me porter après, à la fin de mes études. Bientôt. Inch'Allah, j'aurai une mention. Voilà, bref. Je mets ça dans l'univers, je vais manifester la mention. Très bien même. Oh oui, on va manifester le 20 sur 20. Pourquoi pas. Et du coup, dernier point avant de passer à What We Do in the Shadows, ça revient à Scream 6 et ça insiste et ça assoit le fait que, parce que du coup, même si le personnage de Sam et de Tara sont sœurs, elles n'ont pas de mère, elles n'ont pas de père. Leurs parents sont décédés. Ouais, je crois que la mère, elle est décédée aussi. Bref, personne dans leur petit groupe n'a de famille, n'a de parents, ils sont tous orphelins, que ça soit
de mort ou de choix. Et ça rassoit le fait que la famille choisie, c'est tout aussi important. C'est pas parce qu'on n'a pas le même sang, en gros, qu'on ne peut pas être de la même famille. Nous voilà, on va finir avec What We Do in the Shadows. What We Do in the Shadows, c'est une série qui a été reprise par des artistes américains. Donc c'est une série cette version, elle est sortie en 2019, mais c'est une reprise d'une série qui a été faite en Nouvelle-Zélande. Cette série-là, elle a été faite... Alors attendez, on va essayer de retrouver cette info que j'aurais dû avoir avant, évidemment. What We Do in the Shadows, take... Titi. Et du coup, voilà. Donc, What We Do in the Shadows, ce qu'on fait dans l'ombre. La première version, du coup, la version qui a été faite, c'est une horreur comédie. Donc, cette horreur comédie, la première qui nous vient de Nouvelle-Zélande, elle date de 2014. Donc, cette reprise, du coup, que j'ai regardée, la version de 2019, en fait, quand c'était sur Amazon Prime ou sur Disney+, non, on était sur Disney+, cette version de 2019. Mais quand j'ai regardé sur Google, je sais plus comment, moi, en fait, j'avais l'image de la première, donc celle de 2014, et quand j'ai regardé, je crois que c'était sur Disney+, je me suis retrouvée sur ça, j'ai pas tout de suite réfléchi, je me suis dit, c'est bizarre, mais j'ai pas trop non plus... j'ai pas non plus cherché, été plus loin. Du coup, c'est cette version que j'ai regardée. Mais je connaissais rien du tout de l'autre version, de la version de Taika Waititi. Mais en vrai, au début, pour être honnête, j'avais pas du tout accroché. J'étais même genre, bah ouais, en fait, j'aime pas. Mais en fait, j'ai adoré. J'ai binge-watch les 6 saisons à une vitesse incroyable. Du coup, What We Do in the Shadows a 6 saisons. Je sais pas pourquoi ils disent 5 là sur Google, mais je crois. Ouais, c'est ça, il y a bien 6 saisons. Parce que la sixième. Ah, c'est peut-être parce que il y a 5 saisons du coup qui sont dispo. En tout cas, là où je suis sur le Disney Espagne, il y a 5 saisons, il y a 6ème actuellement, parce qu'elle vient elle est sortie cette année là, cette année, en 2023. Elle est encore dispo sur HBO Max. Donc c'est une série horreur comédie, c'est un peu un un faux documentaire slash télé-réalité qui suit, ils sont combien? Ils sont 5 personnages principaux. C'est 4 vampires, dont un familier. C'est des vampires qui sont assez vieux jeu, assez anciens. Ils sont restés dans leurs époques, dans leur manière de se vêtir, dans la décoration de leur maison, qui sont dans la banlieue de New York. Je crois ils sont à New Jersey. Et du coup, ces quatre vampires sont assez marrants, assez grotesques, je dirais, dans leur personnage. Du coup, ces 4 vampires sont joués par Natasia Demetriou, qui elle joue le rôle de Nadia. Et je vais faire une petite aparté perso. Nadia, c'est écrit exactement, si vous me connaissez de Barcelone, mes chers amis du travail, c'est écrit exactement pareil. Et bizarrement, non, en vrai, ça n'a rien à voir. Mais son personnage à elle, c'est un des personnages que j'ai le moins aimé. Après, c'est pas parce que le personnage en soi est pas bien, c'est juste que c'est un personnage qui parle vachement fort et qui crie vachement. Et peut-être parce que mes petites oreilles sont sensibles, mais j'ai pas du tout, en tout cas hein, dans les premières saisons, j'ai pas du tout, j'ai pas accroché avec son personnage. Je l'ai pas aimé, je l'ai pas détesté non plus. Mais du coup, son personnage, donc du coup le rôle de la vampire de Nadia, est marié au personnage de Laszlo Cavendish, je crois, qui est joué par Matt Berry. Leur acolyte principal, en gros leurs meilleurs amis, et aussi un peu le boss de ce quatuor, c'est joué par Kievan Novak, qui joue le rôle de Nandor, le Relentless. Alors, on va traduire ça tout de suite, parce que je ne sais pas ce que ça veut dire. Je crois que c'est qui est sans... inépuisable, Relentless. L'implacable. Ouais, c'est ça. Nandor, l'implacable. Et le 4e vampire, qui est un vampire, lui, qui est une vampire... Parce qu'il y a plusieurs races de vampires dans cette petite série. C'est Colin Robinson. Colin Robinson qui s'appelait exactement par ces mots-là. Il l'appelle pas Colin, il n'arrivait pas à Monsieur Robinson, il l'appelle à chaque fois Colin Robinson. Il y a peut-être quelques petites fois, mais c'est vraiment très rare sur les 6 saisons, où il l'appelle Colin... juste Colin, mais son nom, tout le monde l'appelle Colin Robinson. Donc,
cette espèce de vampire, c'est un vampire qui se renourrit de l'énergie des gens. Et le familier, c'est le familier du coup de personnage de Nandor the Relentless, qui est joué par Harvey Gilliam, qui joue le rôle de Guillermo de la Cruz. Et Guillermo de la Cruz, c'est le familier de Nandor, ça fait 10 ans quand même. Et les familiers, donc c'est les servants, en gros les esclaves hein, des vampires, on va dire les termes. Donc c'est les esclaves des vampires, mais le petit Guillermo, il veut bien être compagnon des vampires, parce que c'est un peu délire, vous voyez, d'être faire partie un peu d'une famille un peu comme ça de vampires. Mais qu'est-ce qu'il veut, le petit Guillermo? C'est le vampire. Normalement, c'est ce que Nandor le Relentless lui avait promis, c'est qu'il avait promis à Guillermo, genre, tu deviens mon familier, tu me sers pendant quelques années, et après, promis, je te transforme en vampire. Et il va le faire poireauter, le Guillermo. Parce que, malheureusement, pour le Guillermo, il est trop bon, trop con. Il faut le dire. Et Guillermo, je suis désolée, au tout début, t'as été trop beau, trop con. Du coup, je pense que c'est ça aussi qui m'a fait tenir dans les 6 saisons, parce qu'après, en vrai, c'est vraiment, vraiment très, très drôle. Je voulais absolument voir, parce que le personnage de Guillermo de la Cruz, il est vachement attachant. Parce que son personnage est tellement adorable, tellement gentil, euh, que tu veux qu'il réussisse son rêve de devenir vampire. Et je vais pas vous spoiler, je vais pas vous dire si oui ou non il va réussir à être vampire, mais ça va être ça qui va vous tenir, je pense, jusqu'à la saison 6. Jusqu'à la fin de la saison, mon frère, il faut regarder les 6 saisons. Alors, je crois que c'est des épisodes aussi qui sont assez rapides, de 20-30 minutes. 25 minutes 30. Enfin, 25 minutes ou 30 minutes, un peu plus. Et ouais, c'est très, très bien. Même les personnages, au final, je me suis faite au personnage de Nadia, je me suis pas attachée à elle, mais en vrai, vers la fin, je l'ai pas beaucoup aimé, mais je l'ai vraiment bien apprécié. Presque tout autant que Laszlo, son mari Laszlo, qui est assez extravagant. Ils sont les deux là, c'est des personnages assez explicites, genre un peu interdits au moins de 18 ans dans leurs propos. Et le personnage de Laszlo, c'est un personnage, donc du coup ils viennent tous d'endroits de la Terre différents. Nadia, elle, je pense qu'elle vient. Bon, c'est un pays fictif, mais elle, je crois que ça serait plus de l'Europe de l'Est. Le personnage de Nandor the Relentless, lui, je crois il est plus grec ou perse, je crois. Guillermo, mais c'est un humain, du coup, il vient de New York. Il est d'origine mexicaine, je crois, son personnage. Et le personnage de Lancelot, c'est le personnage britannique. Enfin, il y a aussi Colin Robinson, Colin Robinson, je pense que Colin Robinson, il est américain. Mais le personnage de Laszlo, il est anglais, il parle un peu comme ça. Tu vois hein, ce que je veux dire. Enfin, il a un anglais, son accent d'anglais, c'est ce qu'on appelle le RP, enfin c'est l'anglais de la BBC, un peu cet accent un peu poche, un peu chic de la haute. Après, c'est parce qu'il vient de... Je sais plus de quel siècle ce vampire-là, mais il parle un peu comme ça, et il y a des moments où il rallonge un peu les voyelles à la fin, les fins de mots, et c'est assez drôle. Et du coup, ces 4 vampires plus ce familier sont... les vampires principaux, le clan de vampires principaux de ce coin-là de New York, de New Jersey. Et leur rôle, c'est normalement, ça aurait dû être ça depuis des années, c'est d'agrandir la population de vampires. Donc en gros, ils ont le but et le rôle, parce qu'il y a aussi, je dis le rôle, pourquoi? Parce qu'ils sont dirigés par un conseil municipal de vampires, et ils vont se faire un petit peu remonter les bretelles, genre, ça fait un peu longtemps que vous êtes là, un peu beaucoup longtemps, ça fait pas un centenaire, ça fait pas 2 centenaires, ça fait un peu longtemps que vous êtes là. C'est pas que on veut vous gronder, mais vous en êtes tout, parce que là, les vampires, il y en a pas beaucoup dans votre... là, vous êtes censé avoir votre fief, en fait. Il faut vous bouger un peu. Et ça va être normalement un peu ça leur but. Et le personnage de Nandor, il est assez aussi... il veut se faire le boss, il se garde de son vivant. Parce que dans son vivant, c'était pas un exterminateur, mais c'était un guerrier sanguinaire qui était vachement craint et vachement connu à son époque. Il essaye de se garder sur ça, mais maintenant il est juste... même si évidemment les vampires ils ont de la force physique, ils peuvent voler, s'accrocher au mur, etc. Mais il a perdu un peu de tout ça, personne ne le connaît, il n'a pas sa réputation, il n'a plus rien, du coup il a du mal à s'en faire. Mais il garde quand même son autorité, vu que ça fait plus de 10 ans que le petit Guillermo il attend
d'être vampire. Et aussi pour expliquer quelque chose que j'ai trouvé vachement intéressant, c'est le personnage de Colin Robinson, qui lui du coup vu que c'est un personnage, c'est un vampire d'énergie, et que son énergie lui c'est pas quelqu'un d'extroverti, c'est pas quelqu'un qui est vachement énergique, genre hyper avec beaucoup d'énergie, contraire bizarrement vu que c'est un vampire d'énergie, il est assez neutre dans ses vêtements, c'est quelqu'un genre qui pourrait passer inaperçu déjà au travail, mais aussi genre si vous croisez dans la rue le Colin Robinson. Et du coup vu que lui c'est, je pense les vampires d'énergie ils sont un peu en retrait comme ça parce que du coup, ils passent plus inaperçus, ils peuvent du coup se nourrir beaucoup plus facilement. Eux, ils n'ont pas besoin de mordre les gens pour se nourrir de leur énergie. Ils se nourrissent de toutes leurs émotions, et notamment de la tristesse et de la dépression. Du coup, il est assez en retrait avec des vêtements assez neutres, voire gris, voire ternes. Et ça contraste vachement avec les personnages exubérants et excentriques que sont Nadia, Laszlo et Nandor le Relentless. Même si Colin Robinson, du coup, on le voit pas autant que les autres, je pense son rôle, il est vachement important. Et c'était... Ouais, j'ai adoré cette série. Je suis dégoûtée que ça soit fini. Mais du coup, j'ai passé à la version de 2014, What We Do in the Shadows de Taika Waititi, du coup, qui est un des créateurs de ce... Et déjà, je vais revenir en arrière sur mon ordi. Donc du coup, What We Do in the Shadows, que ça soit la version de 2014 de Nouvelle-Zélande ou du coup la version américaine, c'est été fait en partie par Taika Waititi, qui est du coup un des auteurs, mais qui joue aussi dans l'autre What We Do in the Shadows, What We Do in the Shadows de 2014. Ça a été aussi créé, cette version, celle qui nous intéresse ici dans cet épisode, par Jemaine Clement, Ayo Edibiri, et là ça me dit de cliquer sur plus, et Stephanie Robinson, Paul Sims, bref, il y a toute une panoplie, notamment, je pense, Taika Waititi, vous avez pu le voir, parce que je me suis dit, mais il me dit un truc. Vous avez pu le voir dans Thor, dans 2 des Thor, je pense. Donc Thor Ragnarok et Love et Thunder. Et en français, What We Do in the Shadows, Google me dit c'est vampire en toute intimité. Et là, vraiment, oui, on rentre... En vrai, les 2 titres, j'allais dire, le titre français fait plus sens, et le titre ont tous les deux un sens, que ce soit le titre en français, du coup un français de France, je pense, et What We Do in the Shadows, je pense que ça parle de 2 aspects de ce faux documentaire. Donc vampire en toute intimité, parce que du coup ça suit la vie de vampires dans leur intimité, mais vraiment genre ils ont les caméras avec eux, c'est une télé-réalité, genre c'est les Kardashians des vampires, quoi, les What We Do in the Shadows. Donc vampire en toute intimité parce qu'on suit leur intimité, que ça soit à l'extérieur, enfin ils sont avec leurs amis, pas du Moyen-Âge, mais limite du 18e, 19e, enfin c'est assez comique, vu que What We Do in the Shadows, pardon, je l'ai pas dit, mais du coup ça se passe dans les années 2010. Et What We Do in the Shadows, du coup, ce qu'on fait dans l'ombre, parce que même si on suit ces vampires-là dans leur intimité, on les suit aussi dans leur vie privée de vampires, et aussi dans leur vie privée dans leur maison. Et c'est assez drôle. Du coup, Taika Waititi, on va revenir sur... Et on va finir sur ça. Donc vous l'avez vu dans Thor Ragnarok, dans Green Lantern, enfin dans les Thor, il a été dans plusieurs Thor, dans Free Guy, qui est de tout récemment. Mais je sais plus de quoi je l'ai vu. Bref, sa tête m'a marqué quand même. Et c'est quelque chose qu'il a créé avec ses collègues, qui est franchement, c'est... Pour moi, What We Do in the Shadows, bon, je me prononcerai, je confirmerai ce que je vais dire après avoir vu toutes les saisons de Vampire en toute intimité, du coup, de 2014. Je sais pas combien il y a de saisons d'ailleurs de celui-là, on va regarder rapidement. Donc du coup, il y a... Ah, c'est un film! Ok, je pensais que c'était une série. Ah, mais c'est peut-être ça qui s'est passé, du coup, j'ai vu l'affiche du film quand je cherchais sur quelle que soit la plateforme de stream sur laquelle j'étais. Mais, ouais, ça doit être cette affiche-là que j'ai vue, et du coup, je suis partie sur la série. Du coup, bah, on a comme quoi, voilà, la franchise, la transparence. Du coup, What We Do in the Shadows de 2014, c'est un film vampire en toute intimité. Du coup, j'ai confirmé mon choix après avoir regardé ce film, mais je pense que ça va rester un classique si ça l'est pas déjà. Je pense que les futurs amateurs et amatrices d'horreur vont avoir ça. Enfin, classique, même culte, en vrai.
En vrai, c'était trop, trop, trop bien, trop, trop marrant. C'est léger. En vrai, si vous... Je regardais ça chez moi, mais aussi pendant mes pauses déjeuner. Je regardais genre... En fait, c'était parfait. C'est ce genre 2-3 épisodes que vous pouvez regarder si tu prends une pause d'1 heure de déjeuner. Et c'était calé parfait. C'est léger, mais un peu... Il y a des moments aussi un peu plus sérieux et un peu plus dramatiques et un peu plus sombres. Mais en vrai, c'est une comédie d'horreur incroyable. J'espère que ça va vous plaire. Et si vous avez regardé, que ce soit What We Do in the Shadows ou The Exorcist Believer ou Scream 6, dites-le moi en commentaire si vous regardez, vous écoutez ce podcast depuis YouTube. Et si vous écoutez ce podcast ou que vous le regardez, vu que je vais faire ça avec des ondes, sur Spotify, n'hésitez pas à répondre à la question qui sera sur la version mobile. Il faudrait que je regarde d'ailleurs sur la version web, mais en particulier sur la version mobile. En dessous du podcast, vous avez une petite question à laquelle vous pouvez répondre. Il me semble que c'est si tu as regardé les films, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'as aimé? Est-ce que t'as pas aimé? Donc n'hésitez pas à me dire ça sur Spotify ou à venir sur la version YouTube. Venez voir ça aussi sur la version YouTube, d'ailleurs, pour pas manquer un épisode. Du coup, de la trilogie, votre podcast série et télé et film d'horreur, mais aussi dramatique et aussi un petit peu de comédie quand même. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à la fois à la chaîne YouTube et au podcast sur Spotify pour manquer aucun épisode. Du coup, la trilogie qui sort tous les samedis après-midi. Et comme ça, vous avez manqué aucun épisode et surtout, ça sera d'un très grand soutien à ma petite personne, à la petite créatrice que je suis, pour que plus de personnes tombent sur ce podcast et pour qu'on augmente aussi notre petite communauté de trilogeurs et de trilogeuses. On va peut-être revenir un peu plus tard sur le thème, vous direz ce que vous en pensez. Mais aussi, parce que j'avais pensé à ça là, cette semaine, je me suis dit pourquoi pas qu'on sera peut-être un petit peu plus à faire un Discord où on pourrait discuter tous de films qu'on a regardés et dont je vais parler dans les épisodes, et peut-être aussi pourquoi pas plus tard faire un petit club, comme ça on se décide tous ensemble, on met ça dans un pot, on vote un film qu'on va regarder ou une série, et après on en discute, ça pourrait être pas mal. Mais du coup, ouais. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si vous regardez ça sur YouTube, à la partager aussi, à commenter, que ça soit du coup sur YouTube ou sur Spotify. Et si le cœur vous en dit aussi, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram. L'Instagram, c'est Suzy Margot. Suzy, S-U-Z-Y, et Margot, c'est O-T à la fin. Si vous êtes sur la version... J'ai mis ça en image, mais si vous écoutez... ma photo de profil sur Instagram actuellement, c'est moi en noir et blanc avec le fond rose. Et voilà, j'espère que vous aurez aimé ce nouvel épisode de la trilogie, ton podcast francophone pour les amateurs de cinéma, de séries télé, horreur, drama et un petit peu de comédie quand même. Vos rendez-vous sur podcast du coup le samedi après-midi. Voilà, je vous souhaite un bon samedi, une bonne soirée, un bon week-end et une très belle vie. Et je vous dis du coup à la semaine prochaine où on va parler de la série de Changeling, de la série espagnole, c'est une horreur aussi, 30 Monedas, et du film. Franchement, un film qui se prend pas du tout au sérieux, ça s'appelle Sharknado. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour le 3e épisode de la trilogie samedi après-midi. Je vous dis un gros bisou.